Bonjour à toutes et à tous, avec vous Monsieur Hassan Azouawi de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Kenitra. L'objectif de cette séquence, nous sommes toujours dans le cadre du cours du management S2. Après avoir présenté l'école classique en management, je vais essayer aujourd'hui, nous allons traiter aujourd'hui l'école des relations humaines. Je vous rappelle un certain nombre des limites de l'école classique. On a parlé de fait qu'on a considéré l'homme comme étant seulement des mains et on a oublié que l'homme a un cœur et il a des motivations autres que matérielles. C'est essentiellement, c'est essentiellement l'élément principal sur lequel il s'est fondé l'école des relations humaines pour intégrer d'autres dimensions de l'homme dans le cadre des organisations. Donc, nous allons adopter toujours la même démarche, c'est que pour vous présenter l'école des relations humaines, je vais essayer de vous présenter les apports des fondateurs. Mais cette fois-ci, vous aurez quelque chose comme 7 fondateurs. Vous avez Hilton Mayo, qui a été considéré comme étant le père fondateur, MacGregor, Maslow, Argyris, Cartledge, Likert, Herzberg et Herzberg. Voilà. Et donc, je vais commencer par Hilton Mayo. Hilton Mayo, tout simplement, il a fait une étude dans la Western Electric Company. Le postulat de l'ensemble de ces auteurs, comme les classiques, leur objectif commun, c'était d'augmenter la productivité des salariés. Et pour lui, il s'est basé sur un postulat, ce qu'on appelle le postulat taylorien, c'est que la productivité des salariés dépend des conditions matérielles du travail. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a intégré d'autres variables, autres que matérielles, et qui sont plutôt d'ordre psychologique. C'est-à-dire, si Taylor parlait essentiellement de la rémunération et des motivations matérielles comme le seul facteur de motivation des salariés, Hilton Mayo a intégré d'autres variables. La première, c'est qu'il considère que le style de management participatif, il peut améliorer les rapports avec la hiérarchie. C'est-à-dire que l'homme n'est plus un exécutant pur et simple. Il pourrait participer dans la gestion des affaires de l'entreprise. Deuxième élément, c'est le besoin de reconnaissance. L'homme a besoin d'être, lorsqu'il fait un bon travail, et on lui fait de la reconnaissance, on reconnaît qu'il a fait un bon travail, ça lui permet d'avoir quelque part un statut social dans son entourage ou dans la société de manière générale. Troisième élément, c'est le sentiment d'appartenance à un groupe. Le sentiment d'appartenance à un groupe comme besoin psychologique, alors que dans l'école classique, on essayait de ne pas y avoir des relations de groupe. Chaque travailleur, chaque personne doit travailler de manière isolée avec les autres parce que s'il est dans le groupe, il y aurait des gestes inutiles comme il est considéré Taylor. Troisième élément, ou le quatrième élément plutôt, c'est la satisfaction des besoins sociaux. L'homme a besoin en plus des autres besoins psychologiques, il a besoin de la sécurité. Il a besoin de se sentir en sécurité. Et les conditions de travail à l'époque, elles n'étaient pas très importantes. La participation à la recherche d'objectifs communs, il est valorisé lorsqu'il va sentir qu'il contribue aux objectifs de l'entreprise au lieu de le considérer comme étant un simple exécutant. Il a parlé aussi de l'existence de leadership informel en dehors de toute structure hiérarchique. Si Taylor considérait, ou Max Weber considérait l'organisation rationnelle comme étant, et bureaucratie comme étant, et hiérarchie comme étant la meilleure, Mayo pour lui, il considérait qu'il n'y a pas que l'organisation formelle, il n'y a pas que le leadership formel. Il y a aussi énormément d'éléments dans l'informel. D'ailleurs, on l'a traité en première année lorsqu'on a fait les structures de l'entreprise et on a considéré l'organigramme comme étant un représentant de la structure formelle, des relations formelles dans l'organisation. Mais ne prenez pas en considération tout ce qui est informel. Et je crois que dans les sociétés, l'informel, parfois, il peut l'emporter sur le formel. Deuxième auteur,
Maslow, sûrement vous avez déjà vu, il a apporté ce qu'on appelle la théorie des besoins, et sûrement vous avez déjà vu la pyramide des besoins dans le cadre des autres modules et essentiellement en économie, mais ce qui nous intéresse nous en management, c'est que pour Maslow, qui est un psychologue américain, il a considéré, il a fait une étude et il a analysé les besoins des personnes de la société et il les a classés par ordre de priorité et il est allé de besoins physiologiques, besoins de sécurité, besoins d'appartenance, besoins d'estime et besoins de réalisation ou d'accomplissement. Il y a ceux qui les découpent en deux. Ils regroupent les deux premiers physiologiques et de sécurité et les considèrent comme étant des besoins primaires. Et les autres, ce sont des besoins secondaires. L'essentiel pour nous, c'est que pour Maslow, il n'y a pas que les besoins matériels. Il y a d'autres besoins pour les personnes de la société et qu'il faudrait prendre en considération si vous voulez qu'elles soient motivées, intégrées et qu'elles contribuent à la réalisation des objectifs de l'entreprise. Troisième auteur, c'est MacGregor. MacGregor, Douglas, c'est aussi un psychologue. Il a apporté ce qu'on appelle la théorie X et la théorie Y. Alors, en quoi consistent ces deux théories? Ce sont des conceptions de l'être humain. Comment on conçoit l'être humain? Alors, pour la théorie X, la première des choses, c'est que l'homme n'aime pas le travail. L'homme, comme il le disait Taylor, est de nature paresseux. Moi, je vous pose une question. L'homme est-il de nature paresseux? Point d'interrogation. Il n'est pas ambitieux. Il rejette les responsabilités. Il n'aime pas être dirigé. Il aime être dirigé. Il aime être contrôlé. Il ne fait que le minimum de ce qu'il devrait faire. Pour lui, dans la théorie X, c'est comme ça qu'on considère l'homme. La théorie Y, au contraire, ils vous disent non. L'homme peut être motivé par son travail. C'est-à-dire que le fait que tout simplement avoir un travail, imaginez-vous, avoir un premier job, le fait rire d'avoir avec le premier job, avec le premier travail, c'est une motivation en soi. N'oublions pas que le fait d'avoir un travail, c'est d'avoir un statut, c'est d'avoir une satisfaction personnelle, c'est d'avoir une satisfaction personnelle dans le sens où on se sent utile dans la société. On n'est pas que des mains et un ventre ou une bouche. On aimerait bien aussi apporter à la société. Et donc, MacGregor, il considère aussi que l'homme, il accepte les responsabilités. Pas mal de personnes aujourd'hui, ils cherchent à être responsables. Ils cherchent de nouvelles tâches. Et donc, c'est pour cela que ce type de management est plus adapté à l'homme d'après MacGregor. C'est plutôt la théorie X et non pas c'est plutôt la théorie Y et non pas la théorie X comme il disait comme il était le cas dans le cadre de l'école classique. Herzberg, lui aussi, il va dans le même sens et vous pouvez le remarquer. On était avec des ingénieurs. Aujourd'hui, dans l'école des relations humaines, c'est plutôt la psychologie, c'est-à-dire on a quitté l'ère des sciences exactes et on est dans l'ère des sciences humaines, l'ère des sciences sociales. Pour Herzberg, il a apporté une chose très importante. Les deux facteurs de motivation, et il nous parle des facteurs d'insatisfaction et des facteurs de satisfaction. Quelle est la différence entre les facteurs d'insatisfaction et les facteurs de satisfaction et de motivation? C'est-à-dire que les facteurs d'insatisfaction, ce sont des facteurs. S'ils sont là, ils ne donnent pas de la motivation. Ils ne donnent pas de la satisfaction. Ils ne poussent pas à aller de l'avant. Mais s'ils ne sont pas là, ils nous démotivent. Ils nous poussent à être insatisfaits et par voie de conséquence à ne pas s'impliquer. Un exemple simple. Imaginez, dans le cadre de votre entreprise, dans le cadre d'une entreprise, on vous donne chaque fin de mois une prime. 5 mois successifs ou 6 mois successifs ou 1 an et demi successif, on vous donne une prime à la fin du mois. C'est une prime, il n'est pas obligatoire. Imaginez maintenant qu'à la fin du 18e mois, on ne vous donne pas la prime. Vous n'allez pas être content. Ça va créer du mécontentement. Alors que si on vous la donne, ça ne crée pas de la motivation. C'est ce qu'on appelle les facteurs d'insatisfaction. S'ils sont là, ils ne donnent pas de la satisfaction et de la motivation, mais s'ils ne sont pas là, ils nuisent à la motivation.
Maintenant, les facteurs de motivation, ce sont des facteurs. Si on joue dessus, c'est des suppléments. Si on travaille dessus, ils peuvent créer de la motivation. Alors, nota bene, une remarque, il est difficile de différencier parfois ce qui est d'insatisfaction et ce qui est de satisfaction parce que ça peut être différent d'une entreprise à une autre et même d'une personne à une autre. Ce qui peut être de satisfaction aujourd'hui, il peut devenir d'insatisfaction demain. Un autre élément très important, c'est que pour motiver le salarié chez Herzberg, il préconise l'enrichissement des tâches. Lorsque je dis l'enrichissement des tâches, c'est-à-dire qu'il ne faut pas limiter les personnes dans des tâches routinières et monotones. Kurt Lewin, par rapport à lui, c'est plutôt un docteur en philosophie et il a apporté quelque chose d'extraordinaire, c'est la dynamique du groupe. Si l'école classique nous disait qu'il ne faut pas y avoir de travail en groupe, Kurt Lewin il nous dit non. Lorsque les personnes travaillent en groupe, cela permet d'améliorer la motivation. Parce qu'il a testé il teste 3 modes de commandement et il nous parle du leader autoritaire. Il donne des ordres et il est éloigné de ses subordonnés. Il a parlé du leader démocratique, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui dirige le groupe en acceptant les remarques et la discussion. Et 3e type de leader, c'est le leader du laisser-aller ou du laisser-faire. Il implique que les directives, les informations sont sollicitées par le groupe. Le manager ne s'implique pas. Pour Kurt Lewin, il a recommandé le leader démocratique, c'est-à-dire celui qui est impliqué, c'est celui qui donne des directives, c'est celui qui informe, c'est celui qui partage avec le personnel afin de les pousser à aller de l'avant. Alors que de l'école classique, niet pour les discussions parce que ça relève des gestes inutiles. Likert Rancis plutôt, lui, c'est beaucoup plus, son apport principal, c'est ce qu'on appelle la relation intégrée. La relation intégrée est le concept de leadership. Qu'est-ce que ça veut dire tout simplement la relation intégrée? C'est que selon ce principe-là, l'homme ou le travail de groupe, il permet d'améliorer non pas seulement la productivité, mais il améliore les relations interpersonnelles. Vous allez me dire, mais lorsqu'il y a les interrelations, il y a des conflits. Il ne faut pas avoir peur des conflits. Il faut positiver les conflits. La différence entre les entreprises et entre les managers, ce n'est pas que dans leurs organisations et dans leurs entreprises, il n'y a pas de conflits. Ils sont différents dans la manière par laquelle ils gèrent et ils exploitent les conflits. Et donc, pour Likert Rancis, il a aussi considéré 3 styles de direction. Je ne vais pas trop tarder là parce qu'il y a d'autres séquences, d'autres chapitres relatifs qu'au style de management. Il a parlé du style autoritaire comme chez son prédécesseur, et il a parlé du style consultatif. Et le style consultatif, le personnel donne son avis. Il n'y a plus de « ne pense pas, il y a ceux qui sont payés pour ça ». Non, il y a de la consultation. Mais la consultation ne veut pas dire qu'on va prendre en considération ce que vous avez dit. On vous consulte, on l'entend et après on ne sait pas est-ce qu'on va l'utiliser ou pas. Et il a parlé du style participatif. Chacun participe à la prise de décision. Mais même la manière de participer, il a évolué dans le temps. Un autre auteur, c'est Chris Argyris. C'est plutôt un professeur de management américain. Je reviens maintenant au management. Chris Argyris, l'efficacité de l'organisation par l'accomplissement du personnel. Il est allé vers le haut de la pyramide de Maslow. Et donc, il nous dit que tout homme, il doit avoir un sens à sa vie. Il est donc nécessaire de lui faire confiance. Si on n'a pas du sens pour notre vie, si on ne fait pas confiance, c'est-à-dire tout simplement que la méfiance s'instaure dans l'organisation. Et lorsque la méfiance s'instaure dans l'organisation, pour Chris Argyris, il ne peut pas y avoir de productivité. Ou au moins, il ne peut pas y avoir un niveau très soutenu de performance et de productivité. Un autre rapport important de Chris Argyris, c'est l'efficacité organisationnelle. Mais pour lui, cette efficacité de l'organisation, il dépend essentiellement de l'aptitude à intégrer les mutations et l'apprentissage organisationnel pour transformer la structure en organisation apprenante.
Pour lui, l'organisation, il a une mémoire. Il faudrait y avoir des mécanismes, il faudrait y avoir un certain nombre un mode d'organisation qui permet à un moment ou à un autre d'instaurer une culture, d'instaurer une mémoire de l'organisation afin que toute personne qui intègre l'organisation, il pourrait s'inspirer et apprendre de ce qu'on a dans l'organisation. Je vous donne un exemple très simple, vous les jeunes. Lorsque l'équipe, je prends exactement une équipe que je considère, je ne suis ni fan de FC Barcelone, ni celui de Real Madrid, mais tout simplement pour vous dire que dans le tiki-taka ou la smito d'Al Barcelona, chaque joueur qui intègre l'équipe, comme l'équipe, il a une mémoire. Comme l'équipe, il a une organisation efficace. Chaque joueur qui intègre, ce n'est pas son jeu qui l'emporte, son style qui l'emporte sur celui de l'équipe, mais plutôt, il met ses compétences au service de la performance collective. Il préconise par voie de conséquence, Chris Argyris, il nous préconise le style de direction basé sur l'élargissement. Tout à l'heure, on parlait de l'enrichissement et aujourd'hui, on parle de l'élargissement des tâches qui consiste à prendre part aux décisions. C'est-à-dire, on devrait être dans plusieurs activités en même temps. Parce que peut-être, je ne sais pas qui était le premier, mais je crois que Joël de Rosnay, et il s'est inspiré de ça. C'est réfléchir globalement pour mieux agir localement. C'est-à-dire, si tu veux être efficace dans ton niveau, tu dois avoir la capacité de réfléchir globalement. Tu es un professeur à la fac, bien, mais pour bien faire son cours, il faut connaître la stratégie, il faut connaître la spécialité, il faut connaître la stratégie peut-être même de l'université ou même du ministère dans ce sens-là. Faire un cours du management pour les ingénieurs, ce n'est pas faire un cours du management pour les managers et non plus pour des techniciens. Donc il faudrait savoir la réflexion globale pour mieux agir localement. En conclusion, je dirais que l'école des relations humaines, il n'est pas en contradiction avec l'école classique. Parce que, et c'est une des conclusions principales, au lieu que les écoles s'excluent mutuellement, ils s'enrichissent conjointement. Les deux écoles, ils ont des points communs et ils ont des points de divergence. Ils ont des points communs parce que toutes les écoles, ces deux écoles-là, ils cherchaient à améliorer la productivité. Ces deux écoles-là, ils cherchaient ils raisonnaient comme si l'entreprise, l'organisation est dans un système fermé. Alors que apparaît, nous allons voir que l'entreprise n'est pas tout à fait dans un système fermé, c'est un système ouvert. En conclusion, je vous dirai encore que l'école des relations humaines, la même démarche, nous avons adopté la même démarche et je vous ai présenté l'école via les 5 fondateurs de l'école. Nous avons commencé par Mayo avec son expérience. Nous avons traité MacGregor avec la théorie X et Y. Nous avons souligné la pyramide des besoins de Maslow, Chris Argyris, Kurt Lewin avec la dynamique de groupe, Likert avec la relation intégrée et Herzberg avec les 2 facteurs. Et à la fin, je vous dirai merci et je vous souhaite une très bonne continuation, un très bon courage dans la préparation de vos cours et à la séance prochaine. Merci.